Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Dieu créateur, Dieu tout-puissant, Dieu sans limite, n'a Dieu merveilleux, Dieu vérité, Dieu c'est fidèle, God Jéhovah, Alléluia, 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 tentez, crie Haïti, qui paie, sois grâce. Alléluia, 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 oh, tendez, crie Haïti, qui est, sois grâce. Nous connaissons ça déjà. Marcher non, il t'en dit fait. pour calmer tout, gros vent tempête. Ou fermez bouche, bête qui méchant. Yeah, qui est mon qui, qu'attend coup. Alléluia, 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 Haïti. Alléluia, crie Haïti, qui paie, sois grâce. Alléluia, 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 tentez, crie Haïti, qui paie, sois grâce. Oh oui, Seigneur, autant de cris, peuple là, elle criait. Nous devons, Seigneur, parce que c'est Salou qui a dit au mot Yahweh pour le pays. L'on agit, personne ne peut opposer, parce que c'est bon Dieu. Jésus Haïti besoin, n'a crié dans pierre, nous besoin, yes Lord. Oui, Haïti besoin de courir là, parce que Haïti a ploué, parce que Haïti a prié, qui pas qu'à le faire. Mais quand on te décrit nous, et on va le faire moun saisi ouais Haïti. Jésus, mes louanges, ou te décrit nous, papa, te décrit petit nous yo. Te décrit nous Yahweh. Jéhovah Shalom, la paix soit ici. Jéhovah Rafa, Jéhovah Simkenu, justice pour Haïti. Jéhovah Jireh, provision pour Haïti. Amen. Jéhovah Nissi, Jéhovah, oui, l'Éternel c'est berger Haïti. Jéhovah Sabaoth, Haïti, posé. Alléluia, 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 tendez, Alléluia. crie Haïti, qui paie, sois grâce. Tant des cris que, Tendez, tant des cris que, Haïti, tant des cris que je. qui paie,
Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Oh, c'est bon Dieu, Haïti. Amen, amen, amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir les internautes, vous qui nous suivez semaine après semaine sur nos médias. On est toujours heureux de savoir que vous êtes avec nous. On est là, disons, pour des échanges, des discussions constructives sur la société, sur le devenir, disons, de nos sociétés, de notre environnement. N'oubliez pas, je vous le dis tout le temps, que sur ce média Réseau Chrétien, nous parlons de la foi, mais nous parlons surtout d'une foi enracinée, nous parlons d'une foi intelligible, nous parlons d'une foi qui trouve sens dans l'engagement. Écoute, aujourd'hui, on est là pour parler d'une problématique, mais la problématique d'Haïti. Vous savez que quand je dis une problématique, c'est beaucoup plus qu'une thématique, parce que en raison de tout ce qu'on vit en Haïti, vous connaissez, vous entendez les nouvelles. C'est sûr que les nouvelles vous parviennent, peu importe là où vous êtes, eh bien, la situation est difficile. Ça veut dire que nous avons, et surtout les gens de la communauté haïtienne, que la diaspora a un mot à dire par rapport à toutes ces questions, par rapport à ce qui se vit là-bas. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'implication de la diaspora haïtienne. Bon, moi, je suis au Canada. Ça veut dire, si je parle d'Haïti, c'est parce que tout simplement, la diaspora haïtienne est censée concerner par ce qui se passe. On a pris conscience que nous avons un rôle à jouer. En tout cas, les débats, la discussion aujourd'hui, ça va se porter, disons, sur la contribution supposée de la diaspora haïtienne au renouveau d'Haïti. Le renouveau d'Haïti, c'est une parole prophétique, on le dit, on le croit, mais on doit faire des actions. Ça prend des actions. C'est pas juste, ça ne doit pas être juste une parole, mais ça prend des actions concrètes. Aujourd'hui, et notre invitée, Kerline Morisseau, et c'est une femme engagée dans la communauté, excuse-moi, dans la communauté haïtienne de France. Elle est avec nous pour nous parler de la diaspora haïtienne, pour nous parler de son initiative, son événement qui arrive bientôt. Nous allons parler aussi de comment est-ce que la diaspora haïtienne pourrait jouer un rôle actif, disons, dans le renouveau du pays. Bonjour Kerline, comment ça va? Bonjour, bonjour, bonjour Dorius, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Ok. Comment ça va à Paris, dis-nous? Bah écoute, ça se passe à Paris, hein, on est là, il fait beau, donc il y a du soleil, ça nous fait du bien. Et les activités, la vie continue, malgré la situation du pays, nous tenons bon et nous œuvrons. Ok. Quand tu parles de la situation du pays, tu parles de la France ou d'Haïti? Bah les deux, hein. Étant donné que je suis issue des deux pays, donc que ce soit la France ou Haïti, parce que tu n'es pas censé ignorer que la France est dans une situation problématique elle-même en fonction des décisions nationales. Et bien sûr, on est impacté. Donc, ceci étant dit, nous avançons et nous vivons. Oui, effectivement. Ben, c'est bien de mentionner ça, mais en tant que, ben, disons, tu es pratiquement à la croisée des deux cultures, là, comment tu vis cette double identité en France? Écoute, moi, je la vis très bien. Je me sens très bien dans cette double identité, culture, on va dire. Déjà de par l'histoire, et je ne me sens absolument pas hors de chez moi sur le territoire français. Surtout lorsque je vais dans des endroits emblématiques ou dans des villes emblématiques, ou aller visiter des monuments comme la Tour Eiffel, ou aller sur Bordeaux, ou aller au Fort de Joux, ou aller à Agen. En fait, ces lieux-là me sont complètement familiers dans le sens où, de par l'histoire, la France est liée à Haïti et,
Et je me sens en fait chez moi. Pourquoi? Parce qu'une grosse partie de la fortune de mon pays a permis de construire ce pays dans lequel j'ai été accueillie. Ah, mais c'est très, très bien dit. Peut-être on aura un peu à parler de la restitution, hein. C'est un nouveau dossier, un Écoutez, oui. dossier qui est un dossier qui est à l'ordre du jour. Mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, étant donné que vous êtes avec nous, disons, pour la première fois, qu'est-ce que vous direz à propos de Kerline Morisseau? C'est qui Kerline? Alors, Caroline Morisseau, je suis née en Haïti. Mhm, Et mais je suis, enfin, mais oui, c'est un mais pour moi. J'ai été élevée, je suis arrivée à l'âge de 7 ans en France, donc et je ne suis retournée qu'à l'âge de 39 ans, 40 ans pour vous dire. mhm, Et durant cette période, ben, c'était un parcours assez particulier puisque la génération de nos parents était une génération, il fallait absolument s'intégrer. Donc mhm, le créole était interdit à la maison et il y a aussi cette thématique, et je dirais même problématique, de la génération de nos parents qui dans l'optique de nous intégrer le plus rapidement possible, avaient des comportements complètement répréhensibles, puisque pour ma part, j'avais pas le droit de parler le créole, donc ma langue, la seule langue. Je parlais aussi le français un petit peu, puisqu'on apprend le français à l'école en Haïti, mais à 7 ans, on connaît que quelques mots. On ne maîtrise pas la syntaxe française. mhm. Donc, j'ai eu droit à des coups parce qu'il fallait que je parle le français. Donc, je leur en tiens absolument pas rigueur parce que bah, c'était comme ça ce qu'il fallait faire. Donc, bref. Donc, j'ai fait mes études, toutes mes études en France, primaire, universitaire, post-universitaire, les validations de master. Donc là, je suis actuellement enseignante en lettres modernes, plus précisément enseignante spécialisée auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et j'accompagne les enfants de voyage, donc les manouches, les gitans. Je les accompagne, on va dire, je les instruis, quoi. Je leur fais cours, toutes les matières quasiment. Et donc voilà, donc ma classe, c'est un camion de 3 tonnes 5 que je me déplace sur les camps où se trouvent ces enfants et pour leur apporter instruction. Et je suis aussi formatrice et j'ai une formation de chef d'entreprise, donc de gestionnaire de petites et moyennes entreprises. Et bien sûr, ce qui prend aussi place dans ma vie, c'est que je suis présidente de 2 associations, les pierres semées, donc auprès des enfants, les orphelins, des adolescents, on va dire entre guillemets livrés à l'esclavage, donc on les appelle les reste avec en Haïti. Et donc j'ai pu organiser déjà des événements sur Haïti et AFRH, Association des femmes pour la restauration d'Haïti, nouvellement créée justement pour pouvoir aider les femmes à prendre place dans cette société et qu'elles ne Mhm. soient plus invisibilisées par le biais de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat pour Haïti. Mhm. Mhm. Euh, Quoi dire d'autre? Il y a J'ai beaucoup accompagné d'associations. En fait, j'ai beaucoup accompagné avant de me lancer dans la vie associative. J'ai avant tout accompagné d'autres associations parce que je me disais pourquoi créer des choses alors qu'il y en a d'autres qui existent déjà. Donc, mon Mhm. objectif était d'aller voir dans le secteur ou dans tout cas dans le cadre qui m'intéressait, à savoir l'enfance, d'accompagner des associations qui avaient déjà des projets pour les enfants. Il y a une problématique qui se pose, c'est que lorsqu'on est trop procréative, apparemment, je suis très proactive, pardon, donc Mhm. ça laisse sa place à de la jalousie. Donc, à un moment donné, je me suis retirée de la communauté haïtienne parce que je ne la connaissais pas. Je n'ai pas été élevée dans la communauté haïtienne. Et c'est le séisme de 2010 qui m'a introduit dans la communauté. J'avais déjà un projet de toute jeune et qui a propulsé un petit peu cette envie, cet engagement. Voilà, donc aider les associations existantes, une fois, 2 fois, c'était toujours les mêmes schémas de jalousie parce que bon, lorsque il y a ce problème de jalousie dans notre communauté comme dans 2 autres communautés et je Mhm. pense que dans la thématique de la place de la diaspora dans la restauration d'Haïti,
Je pense qu'il faudrait aussi parler des traumas et particulièrement des obstacles humains, à savoir des comportements tels que la jalousie qui fait frein ou la méfiance qui font aussi frein à ce rassemblement. Voilà. Donc, accompagner, organisation d'événements sur Haïti, notamment par un festival qui a eu quand même un grand succès à Aquin, Focus Aquin, en 2018. Et mon objectif, tout en étant en France, en organisant le projet à Aquin, était d'amener ceux qui avaient de la compétence et de l'art, en fait, à se rapprocher de la jeunesse on va dire des campagnes, des villes, mais qui n'ont jamais eu accès à l'art. Donc, et lors de cet événement, j'avais invité Compé Philo, donc Anthony Pascal, qui a vraiment été quelqu'un de formidable. Et à partir de là, nous avons gardé contact. Et à travers ça, j'ai organisé d'autres événements avec Anthony Pascal, alias Compé Philo, la France. Okay. Ouais, mais c'est très bien. Ben, en fait, la diaspora haïtienne, c'est quand même, c'est une diaspora, je dirais, imposante. On parle de plus de 5 milliards de dollars en fonds de transfert. Ça veut dire que la contribution de cette diaspora est, disons, c'est quand même, c'est très significatif économiquement, de façon financière, on peut le dire. Mais en même temps, ben, on dit aussi sur le plan numérique, c'est plusieurs millions d'Haïtiens, ben, en fait, qui se trouvent un peu partout, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis. Il y a une grosse communauté, notamment en Floride, au Brésil, aujourd'hui au Chili, en République dominicaine. C'est pratiquement partout, ils sont partout. Mais parfois, on entend des choses par rapport à cette communauté. Par exemple, ici au Canada, on dit que c'est la troisième plus grande communauté en termes numériques, disons en termes d'histoire aussi. Mais en même temps, on dit que c'est aussi une communauté rétrograde. C'est pas une communauté qui avance, c'est pas une communauté progressiste. On entend beaucoup de choses négatives. Mais qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport à la communauté, par rapport à la diaspora haïtienne comme constat? En fait, tu viens de souligner un point très intéressant, la jalousie. Ça veut dire que la crainte de l'autre, on ne veut pas voir le bonheur de l'autre. Et quand on sait que la diaspora haïtienne, ce n'est pas une diaspora économique comme telle, ce n'est pas comme les Chinois, ce n'est pas comme les Japonais, quand ils arrivent avec de fortes sommes d'argent, ils peuvent penser des grands investissements, alors que nous autres, ça prend une synergie. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas encore ça, cette unité au sein de la diaspora haïtienne. Je ne sais pas, est-ce que c'est aussi ton constat? Ton micro est coupé. Oui, voilà, excusez-moi. Oui, j'ai fait le même constat et effectivement, en France, il y a diverses communautés et ces communautés-là arrivent à se mettre ensemble, à travailler. Par exemple, la communauté pakistanaise, la communauté indienne, la communauté chaldéenne, turque, kurde, autres, arrivent en fait à créer une synergie économique pour pouvoir s'installer et accueillir. Ce que j'ai pu observer dans la communauté pakistanaise, par exemple, un Pakistanais qui arrive est déjà pris en charge. Un Chinois qui arrive par sa communauté. Par sa communauté. Un Chinois qui arrive est déjà pris en charge, en fait. Il n'y a pas de... En tout cas, je ne vois pas de pénurie, je ne vois pas de faiblesse, enfin, je ne vois pas de souffrance telle que nous pouvons le rencontrer dans notre communauté haïtienne, pour ne pas dire camite, c'est-à-dire plus élargie de la communauté afro-caribéenne. Et malheureusement, c'est dû, en mon sens, à des histoires différentes. Nous savons que notre communauté, je ne vais pas jeter la pierre à tous nos frères. Ceci étant dit, il faut se le dire, il faut le savoir, et puis il faut
pouvoir passer au-dessus et créer cette même synergie. Nous n'avons pas le même vécu de par notre condition, l'esclavage. On dit oui, mais on ne peut pas tout le temps revenir sur le passé. Mais en réalité, le passé, si une population, un peuple, une communauté n'arrive pas à se souder ou à créer du lien, il faut chercher en fait le pourquoi du comment. Et le pourquoi du comment vient de stratégies des colons qui ont divisé pour mieux régner. Donc, de la même manière, ça a pris énormément de temps, c'est sur de longues et très longues décennies. Je pense que malgré ce constat qui est désolant, qui fait pas plaisir, qui m'a pas fait plaisir, qui ne me fait pas plaisir, mais je ne perds pas confiance dans notre communauté parce que il y a des prises de conscience, il y a un temps pour toute chose, et le temps de l'effacement du trauma, de la prise en compte du trauma et que ça se mette en place, nous devons quand même continuer à travailler pour que ces points-là s'effacent. Mhm. Mhm. Mais très En tout bien. cas, oui, pour moi, c'est effectivement, il y a de la jalousie, il y a une problématique de confiance, il y a une problématique de compétence, il y a une problématique de vision, l'union fait la force. C'est pas toute la communauté qui est assise, puisque j'arrive à travailler avec d'autres frères et sœurs haïtiens, d'autres associations, puisque nous faisons des projets en commun, comme la plateforme des associations franco-haïtiennes. Je suis en co-gestion de projet avec les dirigeants, et nous arrivons à nous entendre, nous arrivons à faire des belles choses. Ce n'est pas la première journée porte ouverte, ça fait quand même la 17e. Et ceci étant dit, des projets de grande envergure me semblent un peu plus compliqués. Et je ne perds pas espoir, je ne perds pas foi dans notre communauté. Faut-il encore que nous en prenions conscience et que nous nous laissions le temps de le faire. Mais je crois qu'Haïti va se relever. Je crois que notre communauté est sur un chemin qui est sur ce chemin-là. Ouais, non, je pense, je le crois aussi. Écoute, mais c'est quand même une parole, on le dit, c'est une parole prophétique. On a fait la prophétie, mais ça prend des actions. Mais par exemple, quand on dit que Haïti doit se relever, ça c'est la foi, ça c'est une Oui. parole. Je crois que ça commence d'abord par des paroles, par des mots. Il faut le confesser. Et si on est capable de le dire, ça veut dire que c'est sûr qu'on va pouvoir conjuguer nos efforts et faire en sorte que ça devienne, disons, quelque chose de concret. Mais par exemple, quand on dit ben, Haïti doit se relever, Kerline, par où commencer? Comment? Voilà, je n'ai pas de solution toute faite. Ouais. Je pourrais même peut-être pas donner énormément de pistes, peut-être quelques-unes. Ceci étant dit, je pense que la diaspora est un levier essentiel pour la renaissance Okay. d'Haïti. La diaspora, c'est incontournable. Oui, 5 milliards, ce n'est pas rien, et ce n'est que de manière, ce qu'on a pu quantifier, sans compter les manières informelles où l'argent part en Haïti. Il y en a encore qui partent avec des 5 000, des 10 000. Par exemple, en France, je crois qu'on a le droit d'avoir 10 000 euros de liquide sur nous. Par exemple, moi, je suis partie en Haïti avec mon frère. Nous avions chacun une certaine somme sur nous, et nous sommes partis avec des ordinateurs, avec des portables, avec du matériel. Donc ça aussi, ce n'est pas quantifiable, ça ne rentre pas dans les statistiques. Donc, mais ceci étant dit, oui, la diaspora est un levier essentiel pour la renaissance d'Haïti, mais à condition de dépasser, à mon avis, l'aide familiale ponctuelle. Et de voir comment cette diaspora peut créer une véritable stratégie nationale. Parce que ces 5 milliards qui ont été quantifiés donc en 2025, 2025, c'est quasiment à peu près un peu plus de 20% du PIB d'un pays. Ce qui veut dire que cet argent transite et passe par Haïti et ne reste pas. Ça va dans tout ce qui est alimentaire. Les dépenses et cet argent ne reste pas en Haïti, c'est plus la République dominicaine et les États-Unis qui en bénéficient. Donc, ça serait d'avoir une stratégie nationale. Qu'est-ce que la diaspora peut proposer d'un point de vue national? Et
peut-être passer par comment dire, justement, oui, de ça, de l'aide familiale, donc de passer d'une attitude de survie de sa famille à un développement structurant. Mhm. Ben, c'est ça, parce que très souvent, ce qu'on voit, c'est que Haïti compte sur le soutien de la diaspora, ben, disons, c'est surtout en termes d'argent. Ça veut dire que tu envoies de Oui. l'argent, mais politiquement, la diaspora est mise à l'écart. Ça veut dire que la diaspora ne participe pas véritablement dans la prise de décision. Mais je pense que ça, c'est quelque chose à repenser parce que il faut reconnaître aujourd'hui le droit de vote de tous les Haïtiens, que ce soit les Haïtiens de l'intérieur, je ne sais pas, parce que la question haïtienne, ça ne concerne pas juste un groupe, parce que tu vis en Haïti. Ce n'est pas parce que tu vis en Haïti que tu es plus haïtien que les autres. Bien Il y sûr. a il y a toujours cette tendance qui veut faire croire que l'autre, il a quitté le pays, c'est parce que lui, il a, il voulait pas risquer sa vie. Eh bien, lui, il est plus compté parmi les Haïtiens authentiques. En fait, ça, c'est une forme d'exclusivité. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, pour créer une nouvelle société, ça prend un discours inclusif, un discours qui rassemble tous les Bien sûr. Haïtiens. En tout cas, on D'ailleurs, n'est pas encore là. Hein. D'ailleurs, bah écoutez, il me semble que oui, ça a été voté, on a le droit de voter. Moi, je sais que j'ai été faire mon passeport, bien que j'ai vécu toute ma vie en France, j'ai été faire mon passeport et actuellement, j'ai le droit. J'ai le droit, en tout cas en France, nous avons le droit de voter. Nous pouvons voter. Je crois que je ne sais pas si c'était une loi ou quelque chose qui est passé. Ça a été passé et les Haïtiens de la diaspora peuvent voter. Donc, aux prochaines élections, je voterai. Maintenant, la problématique, ce n'est pas d'avoir le droit de voter, c'est quoi voter. Quelles sont les propositions, quels sont les programmes qui nous sont présentés sur le terrain. Donc, est-ce qu'il y a des candidats assez conséquents, loyaux et ayant avant toute chose l'amour du pays que l'amour du ventre. Donc voilà. Donc voter oui, mais voter qui, quoi, ça c'est autre chose. Mais certainement. Je pense que la diaspora doit aussi participer à cette prise de conscience collective, peut-être par rapport au choix, parce que nous savons que les conditions sont, écoutez, quand on n'est pas bien dans le ventre, quand il y a la guerre dans le ventre, et c'est sûr que le jugement des gens, ça devient tout à fait biaisé. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire le bon choix. Moi, Bien je sûr. pense qu'il y a aussi une campagne d'éducation civique par rapport au choix. Ça veut dire qu'on ne vote pas quelqu'un parce qu'il est beau, parce que c'est une femme du quartier, parce qu'il vivait avec nous, parce qu'il est dans notre famille. Mais on vote surtout un programme. Est-ce qu'il y a des gens qui sont porteurs d'un programme pour le développement d'Haïti? Écoutez, diriger Haïti, ça prend une connaissance du pays, ça prend une connaissance de la réalité, que ce soit la société, que ce soit la culture, que ce soit la religion. Parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a des gens qui ont un discours tout à fait tranchant, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas, disons, le pays en tant que tel. Mais pour faire bouger Haïti aujourd'hui, ça prend une synergie. Ça prend l'action des vaudouisants, ça prend l'action des catholiques, ça prend l'action des chrétiens protestants évangéliques. Mais ça prend l'action de l'haïtien. Donc, au-delà de sa couleur, de tout, voilà. C'est ça. C'est une façon pour dire que c'est l'ensemble qui doit participer, disons, au destin du pays. Le pays, ça nous concerne, l'avenir du pays nous concerne. Malheureusement, aujourd'hui encore, on voit un certain discours qui exclut l'autre, qui fait de l'autre un ennemi, qui fait de l'autre un non-patriote. Quand même, c'est quelque chose à penser. Ben, écoute, Guerline, tu as dit de bonnes choses. Et le renouveau d'Haïti, ça doit passer d'abord par la diaspora. Et la diaspora doit jouer un nouveau rôle, pas juste envoyer de l'argent au pays, mais disons une participation plus significative. Et ça requiert, il faut ça. Mais disons, est-ce que toi, tu as vu autre chose ou bien, étant donné que tu me disais que tu ne voulais pas nommer trop, donner trop de pistes,
ben, il n'y a pas de problème. Mais je sais que le 6 juin prochain, il va y avoir un événement, disons, à Paris. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je voulais juste revenir sur une toute petite chose. Je ne pense pas que la restauration d'Haïti va d'abord passer par la diaspora, je pense qu'elle va passer avec la diaspora. Donc c'est vraiment les Haïtiens sur le territoire et nous qui sommes à l'extérieur qui pouvons vraiment faire les choses et non pas forcément la diaspora. La diaspora n'a pas une baguette magique, la diaspora n'a pas, comment dirais-je, oui, une baguette magique ou par contre, oui, on ne peut pas faire sans la diaspora. Ça, faut absolument que ceux qui sont au pays et ceux qui sont à la tête du gouvernement le sachent, l'acceptent et qu'on avance par rapport à cela. Maintenant, oui, alors ce qui se passe, c'est que aussi il y a des projets que nous mettons en place en tant que président d'associations, d'organisations pour la restauration d'Haïti, notamment l'organisation que nous avons créée, qui est l'organisation pour des femmes pour la restauration d'Haïti. Je crois que aussi, il est temps que la femme prenne pleinement place. Non pas qu'elle n'a pas été avant toute chose, qu'elle n'avait jamais pris sa place, puisque nous avons vraiment de très grandes héroïnes, mais des héroïnes qui ont été invisibilisées. Donc, que ce soit lors de l'acte de l'indépendance ou jusqu'à de nos jours, nous entendons parler beaucoup plus d'hommes que des femmes qui ont été héroïnes. Et ça, c'est un méfait. Cet acte d'invisibilité, pour moi, est un mal pour notre société matriarcale, parce que Haïti reste, malgré qu'on lui a mis sous une société patriarcale, ce sont les femmes qui tiennent en quelque sorte actuellement et depuis des décennies l'économie, la vie en Haïti. Ça, faut le souligner. On parle de femmes potomitans, hein? Voilà, les femmes potomitans. D'ailleurs, une association femmes potomitans qui est venue dernièrement assister au salon de l'agriculture en France. Donc, j'ai accompagné justement leur accueil et tout le reste jusqu'à un certain point parce que là encore, il y a eu jalousie. Bref, et ouais. Mais c'est pour dire en fait que je ne suis pas féministe. Je suis pas féministe. Par contre, je crois à la complémentarité. Il va falloir aussi penser de la diaspora, il va falloir penser aussi la place de la femme dans cette restauration-là. Et moi, c'est ce que je viens défendre. C'est ce que cette organisation-là dont je suis en tête vient défendre. Pensons aussi à la place de la femme et nous allons prendre objectif de cette organisation, donc l'Association des femmes pour la restauration d'Haïti, c'est de réveiller le génie féminin des femmes. Premièrement les haïtiennes, mais aussi des amies ailleurs, africaines, pour dire qu'effectivement, nous sommes très importantes dans la restauration de notre pays. Et pour cela, il nous faut une force économique. Et donc, cette organisation est là pour accompagner les femmes dans leurs projets entrepreneuriaux, et les accompagner, les aider à sortir en fait de cette matrix même de je ne suis pas à ma place, je ne suis pas capable, alors qu'en Haïti, la plupart des Madan Sarah sont des entrepreneurs. Celles qui sont sur le marché, celles qui sont dans la construction d'art, en fait, dans la vente d'art. Donc, c'est d'aider ces femmes, en tout cas dans la diaspora, à prendre, à déjà avoir confiance en elles-mêmes, à être porteurs de projets, et nous allons les accompagner en allant chercher déjà à constituer leurs projets, à monter leurs projets, et ensuite aller chercher des financements et pour la restauration de cet Haïti. Donc ça, c'est une proposition que j'apporte, que nous apportons l'association des femmes pour la restauration d'Haïti. Et puis il y a aussi d'autres organisations donc auxquelles je participe, comme la journée porte ouverte des associations en France, qui présente les associations, met en avant la culture haïtienne et permet aux associations de se faire connaître et nous avons aussi une plage de débat d'où nous allons inviter des experts
pour parler toujours de cette thématique de la place de la diaspora et comment passer justement de l'entraide à un investissement. Comment transformer ces 5 milliards, ces 6 milliards, voire peut-être ces 10 milliards, puisqu'il y a beaucoup de secteurs informels où en tout cas l'argent passe de manière informelle. Comment transformer cette économie en réel levier national? Très bien, très bien. C'est de bonnes ambitions, c'est très juste. Repenser la place de la femme et voir aussi, disons, son apport, disons, à la restauration d'Haïti, parce que les femmes, tu l'as dit, c'est les piliers de l'économie haïtienne. Malheureusement, et disons, leurs contributions ne sont pas toujours mises en avant. On ne les voit pas, on ne parle pas, disons, de l'apport de la femme, mais disons, que ça soit la paysannerie ou bien en milieu urbain, le pays est censé reposer sur le dos de la femme. Et on l'a vu aussi, les femmes ne sont pas trop actives en politique en Haïti, mais disons quelques-unes qu'on a eues ont quand même laissé des traces un peu significatives. Ça veut dire qu'il faut véritablement repenser la place de la femme, surtout dans le contexte haïtien-là. Et ça passe par l'éducation, ça passe vraiment par l'éducation et l'instruction, comme tu l'as si bien dit, civique et morale, et par un programme. Donc, il faut vraiment tout revoir, hein. Je suis enseignante, donc la place de l'instruction et la place de la jeune fille, de l'enfant dans l'instruction. Et ces femmes-là, il faut vraiment qu'elles prennent place. Il faut que nous prenions place. Il faut que il y en a beaucoup eu, hein, mais pas assez. Et la place de la femme en politique, ne serait-ce même en France, est déjà particulière. Et à plus forte raison en Haïti, actuellement parlant, il y a beaucoup d'associations. Il y a même peut-être, je crois que j'ai dû lire qu'il y avait peut-être des partis, en tout cas des femmes qui souhaitaient investir la sphère politique, sauf qu'on leur laisse pas, la place. Il y a une femme actuellement dans le gouvernement de transition en Haïti. Et actuellement, la plupart des associations de soutien, d'aide aux femmes vont bientôt disparaître dans les quelques mois qui arrivent, faute de financement, faute de soutien et donc de considération. Ouais, c'est très peu. Ça veut dire en termes de représentativité, les femmes ne sont pas là. Si c'est juste une femme dans le gouvernement de transition, et on a eu combien de présidents? On a eu 9 présidents avant là. Il y avait combien de femmes? C'est ça. Il n'y en avait pas. Voilà. Et est-ce que, moi, ce que j'ai remarqué aussi, après c'est un petit point peut-être, il y a beaucoup de mes frères qui sont des jeunes, hein, on les appelle les intellectuels. Et lorsque je les ai rencontrés il y a un an de cela, et donc on m'a dit qu'il y avait des jeunes intellectuels qui étaient arrivés d'Haïti, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. On m'a dit, Caroline, il faut qu'on parle. J'ai été extrêmement choquée. J'ai été extrêmement choquée. Pourquoi? Déjà parce que c'était quasiment que des hommes. Il y avait peut-être une jeune femme. Et en plus, c'est la composition, en fait, de leur schéma de pensée ou intellectuel. Le schéma intellectuel est complètement copié. Moi qui ai été élevée en France, donc qui connaît le cursus universitaire de formation et de discours et du comment dire du territoire, du terroir culturel, écrivain, penseur français. Ce n'était que cela que nos frères citaient. Donc, il y a autre chose aussi qu'il faut penser au niveau de... Voilà. Et ce que j'ai pu remarquer aussi, la plupart de ces frères, d'ailleurs, je les revois encore demain pour la fête du 1er mai, et je leur ai dit, hein, le premier contact, c'est qu'il y a beaucoup de sociologues. Il y a beaucoup de métiers qui tournent autour, je ne vais pas dire que c'est des métiers qui ne servent à rien, pas du tout, mais des métiers concrets comme chef d'entreprise, comme, vous voyez, des métiers qui propulsent l'économie d'un pays. Il n'y en avait pas, il y en avait très peu, il n'y en avait quasiment pas du tout.
Par contre, il y avait beaucoup de sociologues, beaucoup de sociologues. 80% étaient sociologues. Des métiers, en fait, des métiers ou des cursus qui sont liés à de la théorie et peu la pratique. Ça va falloir le changer. Mhm. Ouais, mais moi, je pense que c'est dans le modèle, mais, éducatif proposé aux Haïtiens. Et ça ne date pas d'hier. Disons, les Haïtiens sont toujours, les Haïtiens sont généralement de bons discoureurs, Mhm, sont capables de parler du matin jusqu'au soir, mais en mhm. termes d'actes concrets, je pense qu'ils ne sont pas trop forts. En tout cas, mais peut-être dans les choix de métier, il y a tout ça là-dedans. Et puis, je pense il faut aussi repenser la vision ou bien la conception même des métiers. Parce qu'en Haïti, c'est que il y a des métiers qui sont plus valorisés que d'autres. Il y a des métiers, par exemple, quand la fille dit à sa maman, je vais être avocate ou bien, je ne sais pas, médecin, ben, disons, les gens, ils disent, mais c'est bravo. Mais quand la fille dit, ou bien le monsieur, le petit gars, il dit à maman que, écoutez, je vais faire l'ébénisterie, ça veut dire les métiers Ouais, manuels sont dévalorisés dans la conception populaire haïtienne. En fait, ça, c'est des choses qu'il faut repenser parce que pour penser une exactement. société, est-ce qu'il va avoir est-ce que tout le monde va pouvoir prendre la parole à longueur de journée? Exactement. Ils vont dire de belles Et tout ça pour rester dans la théorie, la raison pour laquelle donc l'association Les Pierres Semées qui est vraiment autour de tout ce qui est l'instruction, et c'est vraiment d'accompagner, de réconcilier, on va dire, notre population avec les métiers d'antan qui faisaient qu'un pays Ouais, est un pays, l'agriculture, l'ébénisterie, les cordonniers, en fait des métiers qui ont complètement totalement disparu actuellement. Actuellement, les jeunes ne veulent plus travailler la terre. Ils ne bah veulent oui. plus faire certains types de métiers. Pourquoi? Parce que la diaspora subvient à leurs besoins. J'ai souvenir que mon père, mon oncle, donc, qui était en Haïti, est mort. Et donc, mon père a payé, a participé comment dire, à la formation et l'instruction de mes cousines. Mes cousines, elles ont toutes choisi le métier d'avocat, voilà. Et ce sont des choses qui coûtent cher maintenant. Qu'est-ce qu'elles en ont fait de ces diplômes? Malheureusement, ce n'est pas de leur faute, mais c'est aussi, comme tu l'as dit, il faut repenser, comme on l'a dit, on le dit, il faut Ouais. repenser le système éducatif. Et moi, je suis partie prenante étant qu'enseignante et en tant que formatrice d'enseignante et ayant eu un parcours dans l'éducation nationale française, repenser cette éducation-là et trouver notre propre éducation en tant que Haïtien. Il y a quelqu'un, c'est Pascal, qui disait que pour construire un monde nouveau, il faut un peu plus de maçons que d'ingénieurs. Dans le sens que, parce que les ingénieurs, c'est des gens qui font la conception. Mhm. Il faut des gens qui vont directement, qui vont se mettre à la tâche. Oui, Ça, il faut mettre la main à la pâte, en ça, fait. c'est les maçons. Il faut je vais pas dire arrêtons. Je vous dis sincèrement donné, ce qui m'a vraiment choqué, c'est tous ces sociologues qui sont venus en France et qui continuent, ou tous ces philosophes qui sont là. Tous ces discoureurs, en fait, tous ces types de métiers de discoureurs qui, lorsqu'ils viennent en France, ils vont trouver certainement comment dire, ils sont inscrits à la fac, d'accord? Donc, ils continuent. Il y en a même jusqu'à 40, 45 ans qui continuent encore à faire des doctorats. Ils sont encore ce n'est pas mauvais, mais 40 ans, 45 ans. Mais en fait, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est pas mauvais. Ça dépend aussi du rêve de la personne. Parce que même en fait, parce qu'en Haïti aussi, aujourd'hui, il y a une carence en matière dans l'enseignement, il y a une carence d'enseignants. Là, les enseignants qui enseignent dans les universités en Haïti sont généralement détenteurs de master. Alors, au plan international, on sait aujourd'hui que ça va un peu plus loin, ça va jusqu'au postdoc. La recherche doit être quand même un peu plus avancée. Ça veut dire qu'il y a quand même une demande en matière d'enseignement. Moi, je pense que Kerline, c'est comme tu l'as dit, je pense que c'est au niveau même de la conception de certains métiers qu'il faut voir la Mhm. chose. Oui, on a besoin de ces sociologues, on a besoin de ces anthropologues, Bien on a sûr. besoin de ces philosophes, mais il ne faut pas que les autres métiers soient dégradés dans la pensée des gens.
Ça veut Surtout, ce sont des métiers c'est ça. porteurs, piliers Mhm. de l'économie, C'est ça. piliers de l'économie, en fait, d'un pays. Mhm. Mais en tout cas, moi, je trouve la discussion est très intéressante. Par exemple, on sait aussi que la question de la restitution, ça prend cher un peu en France. Dis-nous un peu. Oh là là, ça aussi, c'est un champ de bataille auquel certains réfléchissent. Mhm. On est en train de réfléchir dessus. Et ce qui est intéressant, c'est l'avancée de la prise en compte du statut de l'esclavage, Mhm. donc reconnu par l'ONU comme étant le pire crime contre l'humanité, un des pires crimes contre l'humanité. Ça, c'est une bonne chose sur les papiers. Maintenant, comment le faire valoir, sachant que Haïti a été le tout premier peuple à payer sa liberté et très chèrement. D'autres peuples ont été indemnisés. Maintenant, la question est la restitution. Et s'il y a restitution, sous quelle forme? Et s'il y a restitution sous une forme ou d'autres formes, quel gouvernement? Ne faut-il pas penser le gouvernement autrement? Mhm. Mhm. Ben, certainement. Ça veut dire que peut-être dans le contexte d'Haïti, là, avec surtout ces dirigeants qui ne sont pas toujours dignes de confiance, les gens, ils ont quand même beaucoup de craintes. Ils ont dit, mais même s'ils ont ils ont donné cet argent, est-ce que ça va être à cet État qui n'est pas légitime? Ou bien ça prend quand même une action à l'intérieur d'abord, peut-être travailler un peu plus pour que nos dirigeants nous représentent mieux, un peu plus de confiance, disons, à l'extérieur. Et comme ça, si cet argent est envoyé en Haïti, on est sûr que ça va être utile au développement du pays. Parce que très souvent, les gens disent, écoutez, on a besoin, attends-moi, on a besoin de 20 millions de dollars. Les gens, ils font un budget électoral, 20 millions de dollars. Mais les 20 millions de dollars, ce n'est pas parce que ces 20 millions de dollars vont être utilisés pour organiser les élections, non. Parfois, c'est juste 1 million, c'est juste 2 millions. Mais c'est des gens qui vont faire quand même l'acquisition de nouvelles maisons, de nouvelles fortunes, mais pas ce budget. Alors, c'est une façon pour dire que très souvent, on peut faire simple choses, mais on ne veut pas emprunter cette voie parce que tout simplement, l'autre, il veut s'enrichir au détriment du pays. En tout cas, moi, je pense que la restitution, c'est une bonne chose, mais écoute, il faut créer quand même cette confiance à l'intérieur du pays, faire en sorte que nos dirigeants soient beaucoup plus crédibles. Et si cet argent est envoyé en Haïti, on ne sait pas. C'est à quel niveau, en quelle année, je ne sais pas si après 10, après 15. Mais c'est quand même bien de nommer le problème, d'attirer l'attention, disons, de la communauté internationale, des pays qui ont été aussi victimes, disons, de ce grand mal. L'esclavage, c'est un mal. Et je pense qu'Haïti, c'est sûr que nous avons été les plus exploités par rapport aux autres. Ça veut dire que, mais aujourd'hui, il faut faire quelque chose à l'intérieur, Oui, je politiquement. pense, hein. Mais et puis, il n'y a jamais une seule voie Mhm. d'action, de solution. Donc, on parle d'argent, on parle de fiduciaire, Ouais. excusez-moi. Mais il y a plusieurs manières d'obtenir une restitution. Mhm. C'est Donc, vrai. forcément, d'un point de vue fiduciaire, recevoir, sachant que nous n'avons pas de gouvernement, il faut dire ce qu'il en est. Mhm. Et quand bien même il y aura un gouvernement, nous savons qu'il y a des changements, il y a carrément des changements radicaux à faire. Donc, pourquoi ne pas penser autrement la restitution? Ouais. Euh, Peut-être en termes de ressources humaines, je ne sais pas, ou Il y a bien. plein de choses. Il y a plein Ouais. de choses. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent être proposées en termes de restitution. Et la question n'est pas faut-il restituer? Pas du tout. La Mhm. question faut restituer. Maintenant, c'est comment restituer Comment faire? Mhm. et sur quelle forme la Ouais. restitution. Bien. Et ça, moi, je propose de lancer cette recherche comment et non pas Mhm. faut-il. C'est plus la même chose. Ouais, mais le faut-il, on a déjà la réponse.
Mmh. Parce Mais que non, parce que, par exemple, c'était l'année dernière, parce que j'ai assisté aux assises et j'ai assisté à certaines choses et figurez-vous que le président Macron, a, mis en place une commission pour, chercher les éléments de l'histoire pour il y a rien à chercher, en fait. C'est pas mais la en première tout cas, fois. ouais. C'est pas la deuxième fois. Il y a eu Mhm. des antécédents, il y a eu des personnes avant qui ont fait les démarches. Donc, nous ne sommes pas dans une dynamique de chercher les liens. Donc, c'est pour vous dire que l'objectif, c'est de faire en sorte que la chose s'allonge dans le temps. Et nous savons quel type de peuple nous sommes. Nous sommes un peuple assez émotionnel et que dans la durée d'action, elle est très courte. Et le sachant, on va nous donner des petites miettes et ensuite on va oublier ça au bout de 3, 4, 5, 6, 7, 10 ans, ce qui s'est Mhm. passé ailleurs, avant d'ailleurs. Mhm. Mhm. Mais cette fois-ci, nous allons, certaines personnes en tout cas vont certainement faire le travail nécessaire et garder le cap encore toute l'année. Mhm. Ou Écoute, encore on et est, encore, et encore, parce que c'était cette année, hein, et encore. certainement, certainement. Ouais, mais on est arrivé pratiquement au thème de notre échange, Caroline. As-tu quelque chose qui n'a pas été mentionné dans... Oh là là, je pense que c'était très intéressant. Les points ont été, non, Merci j'y avais pas pensé d'avoir peut-être. répondu, merci Oui. d'avoir répondu à notre invitation. Je pense qu'on a eu un échange très fructueux sur la diaspora haïtienne et sa contribution dans le renouveau d'Haïti. Le renouveau d'Haïti, on l'a dit, ça passe, disons, par l'action de tous les Haïtiens, que ce soit ceux qui vivent à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça prend l'apport, disons, des Haïtiens. Mais malheureusement, on a toujours cette pensée que c'est l'autre qui va pouvoir penser le développement d'Haïti. Mais l'autre, il n'y a pas d'intérêt. Et on l'a vu, on a connu quand même beaucoup de traumatismes parce que tout simplement, on pensait que l'autre devrait avoir un projet de développement pour Haïti. Ben, écoutez, on n'est pas trop loin des États-Unis et vous voyez ce qui se passe chez nous là. Ça veut dire que c'est parce que tout simplement, le développement, ça doit être un projet pensé, un projet, disons, autochtone, pensé par les principaux concernés. En tout cas, on était là pour parler de ça avec Kéline Morisseau, et qui travaille, qui est très impliquée au sein de la communauté haïtienne de France. As-tu un dernier mot, Kéline? Non, je remercie tous les auditeurs, la communauté chrétienne du Canada, une salutation et gardons, tu as souligné quelque chose de très important, ne laissons pas les clivages de la religion ou autres nous séparer, sachons nous réunir, nous sommes avant toute chose haïtiens. Avant d'être chrétiens, musulmans, parce qu'il y a beaucoup de musulmans aussi en Haïti, il y a des mosquées. Avant d'être musulmans, avant d'être ci, d'être ça, nous sommes avant toute chose haïtiens. Et c'est notre haïtianité qui doit nous rejoindre, c'est notre haïtianité qui doit nous reconnecter. Et pour ça, reconnectons-nous à notre haïtianité. Parce qu'elle est forte et puissante. Nous sommes un des peuples, nous faisons partie des peuples les plus puissants et les plus magnifiques de cette terre. Très bien. Bon, merci. Merci à chacun de vous. N'oubliez pas, si vous nous recevez en ce moment, vous pouvez vous abonner, disons, à ce média. Vous allez apporter votre contribution, disons, à ce que nous faisons. Vous pouvez aussi liker, vous pouvez aussi partager avec les autres, disons, ce précieux échange qu'on a eu aujourd'hui sur la diaspora haïtienne. Bye bye tout le monde.